Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'Ethereum, oui parce que ETH est en sous-performance, on le sait déjà, mais qu'est-ce qui est en train réellement de se passer? Est-ce que c'est pas une opportunité? Qu'est-ce qui va permettre à Ethereum de décoller en 2025? Et surtout, est-ce que oui ou non on va rentrer dans des bonnes zones de rechargement? Quels sont les targets de prix que l'on peut viser sur cet actif? Je vais vous répondre à tout ça dans quelques instants. Et si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas que vous voulez me soutenir, c'est simple, likez et abonnez-vous. Et on commence tout de suite sur Ethereum. Alors Ethereum, je vais revenir légèrement dessus pour bien comprendre l'importance qu'a Ethereum, bien comprendre que ce n'est pas n'importe quelle blockchain, étant donné qu'Ethereum, c'est quand même la blockchain qui a inventé vraiment les smart contracts, et qui a inventé un langage qui s'appelle le Solidity, qui a permis de pouvoir créer les bases de la finance décentralisée. Le fait de pouvoir directement déterminer des actions en amont, c'est la force d'Ethereum. Ethereum, c'est aussi ceux qui ont inventé les NFT, c'est ceux qui ont inventé les Soulbound tokens, c'est eux qui drivent une grosse partie du marché, de l'innovation du marché. En même temps, c'est normal. Ethereum Foundation, c'est énormément de développeurs, c'est le pool le plus important de développeurs de toute la blockchain, c'est là-dedans où on a les esprits les plus brillants actuellement, et ce n'est pas pour rien que ça continue à se développer, parce que ça avance quand même grandement. Quand on regarde l'état de la roadmap, on comprend bien l'état de l'évolution de Ethereum, et oui, ça avance doucement, mais en même temps, ça avance doucement parce que c'est l'écosystème qui a le plus de TVL, de Total Value Lock, c'est-à-dire d'argent bloqué sur le protocole. On ne peut pas tout faire n'importe comment, n'importe quand, on est obligé de séquencer les évolutions, et il y a une des grosses évolutions qui a été poussée et qui a été discutée lors de la dernière conférence, qui est une évolution qui va prendre encore une fois plusieurs années, et qui va certainement transformer Ethereum. Je vais pas m'étendre dessus, je pense que je vous ferai même une vidéo 100% sur ça, et d'ailleurs si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, et je traiterai ce sujet-là. Mais il faut comprendre déjà que ce n'est pas ça qui va driver tout de suite le prix d'Ethereum à la hausse. Par contre, c'est ça qui va déterminer qu'Ethereum va rester performant et va rester sur le long terme. Ethereum, c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie. On a Bitcoin, on a Ethereum. On a Bitcoin réserve de valeur, on a Ethereum, ordinateur décentralisé mondial, et c'est vraiment la différence entre les deux, et c'est la force d'Ethereum. Alors maintenant, on va aller plus loin. Pourquoi Ethereum, maintenant, n'arrive pas à performer? Alors là, il va falloir comprendre plusieurs choses. La première, c'est que on a fait une grosse étape avec The Merge, qui a été le passage en Proof of Stake. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé en 2022. Ça a été un élément crucial dans l'évolution, justement, d'Ethereum, dans l'évolution de l'ensemble du marché. Et c'est ce qui a permis l'implémentation de pas mal de choses, notamment les Layer 2, qui sont arrivés, qui sont des surcouches à Ethereum, on va en parler après, et on a eu une mise à jour qui a permis de diminuer drastiquement les frais payés par les Layer 2 pour être sur Ethereum. C'est ce qu'on appelle la migration des blobs, ça a été la création des stockages, d'espaces de stockage qui sont bien moins chers que sur Ethereum et qui permettaient de pouvoir diminuer les frais. Du coup, il s'est passé un certain nombre de choses. On a eu une diminution drastique du nombre de frais au niveau d'Ethereum, ça se voit grandement quand on regarde un petit peu sur Ultrasound Money, qui est la représentation justement de The Merge et du mécanisme de burning. On est censé avoir ici une supply qui est déflationniste. On voit que depuis le lancement de cette migration en 2024, on a une réaugmentation ici qui est drastique au niveau de la supply, parce que il y a moins de frais qui sont utilisés, parce que ça coûte moins cher, et c'est tout à fait normal. Donc ça, c'est vraiment le premier point, et ce qui est important à comprendre, c'est que le passage en merge et le burning, c'est un élément très important de l'évolution future d'Ethereum, parce qu'on va être vraiment dans une blockchain qui va être déflationniste en termes de supply pour se diriger doucement dans les alentours de 100 millions de dollars quand on regarde les différentes perspectives d'évolution sur les 10-15 prochaines années. Mais pour ça, il faut qu'on ait une augmentation du nombre de transactions. Et pour ça, il va falloir regarder ce qui se passe au niveau des blobs. Les blobs, c'est donc cette mise à jour qui fait que les Layer 2 payent beaucoup moins de frais. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est arrivé au niveau de la target ici. C'est-à-dire que les blobs, quand on regarde ici cette évolution ici de blobs par bloc, on voit qu'on est arrivé vraiment depuis octobre, depuis 30 octobre, dans une target dure, et la limite forte, elle va se trouver à 6 blobs. Et je pense que plus on va rester dans cette zone-là, plus on aura en fait un prix qui va augmenter. Un prix de transaction, et donc ça veut dire des frais qui vont augmenter, et donc ça veut dire ici une diminution
de la supply et donc une concentration de la valeur. On le voit pas parce que les gens ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, mais pourtant quand on regarde bien les graphiques, on voit bien ici le nombre de blobs qui est vraiment en augmentation, et on voit qu'on a atteint ici une limite dure. Et cette limite, elle est très importante, parce que quand on regarde qui c'est qui cannibalise toute cette partie-là, bah on a Base. Base qui cannibalise énormément le volume, et plus Base est fort, plus en fait ils vont driver à la hausse les frais de transaction. Et plus ils vont driver à la hausse les frais de transaction, pour pouvoir inscrire leurs transactions sur Ethereum, plus on va avoir des frais de transaction qui vont augmenter. Plus les frais de transaction vont monter, plus la supply va baisser. Plus il y aura un intérêt à avoir de l'Ethereum, plus on aura de la valeur qui se mettra au niveau d'Ethereum. Alors, pour aller encore plus loin, et avant d'aller voir vraiment les prix de rechargement et les prix de vente, il y a un deuxième élément qui est important. C'est qu'Ethereum, contrairement à BTC, n'est pas statué comme étant une commodities, mais plutôt comme soit une commodity, soit une security, mais c'est pas encore validé. Gary Gensler, président de la SEC durant ces dernières années, qui va quitter ses fonctions le 20 janvier, n'a pas décidé de dire que Ethereum était une securities ou une commodities. Et donc, on n'a pas le même aspect et la même volonté d'investissement autour d'Ethereum qu'on pourrait avoir au niveau de BTC, et ça se voit et ça se transmet par rapport aux ETF, Spot Ethereum, où oui, il y a une demande qui augmente depuis le fait que Trump a été déterminé comme président des USA pour 2025, 2026, 2027, 2028, ça n'empêche que in fine, c'est pas encore suffisant. On voit qu'on a, oui, une augmentation, quasiment de 50%, mais ce n'est pas suffisant. Quand on aura Ethereum qui sera statué comme étant, justement, une commodities, je peux vous assurer qu'on aura beaucoup plus d'injections monétaires qui arrivera sur Ethereum. Et ça, ce sera un élément aussi très très fort sur la demande d'Ether. Donc on a tout ça qui se drive au niveau d'Ethereum et qui fait que Ether reste sur un niveau de prix qui est plutôt cohérent, mais qui n'arrive pas à casser, on est en sous-performance par rapport à BTC depuis un certain temps, et chose qui fait capituler beaucoup de personnes. Et plus on est dans la capitulation, plus on est proche de l'accélération. Retenez toujours ça, on achète la peur des gens, et on vend la cupidité des gens. On est toujours dans l'entre-deux, là on est en train de se driver vers une forme de peur qu'Ethereum ne performe pas, et c'est là où je me dis qu'on est peut-être dans une zone qui est très intéressante pour Ether. Bon, techniquement, là-dessus, on est, oui, dans une zone intéressante, mais ce n'est pas suffisant. Clairement, ce n'est pas suffisant. On voit qu'on n'arrive pas à casser les 4000 $. On renforce beaucoup, en fait, cette zone de liquidité, et je pense que quand on va casser les 4000 $, on va très vite aller retester ici les 5000, donc aller faire un nouvel ATH assez rapidement. On est dans une zone de retracement fortement, à chaque fois qu'on arrive dans un rejet des 4000 $, on a toujours une grosse bougie qui est allée retester les 3100 qui est les 0,5 de l'accélération haussière, donc retracement de Fibonacci plutôt classique, très beau rebond qu'on a eu, mais est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Pour moi, j'aurais aimé avoir un rebond beaucoup plus puissant, donc il va falloir surveiller l'évolution du cours. Pour plusieurs raisons. C'est que oui, là on est dans la règle de continuation de tendance, ça veut dire que sur un rebond de 0,5 ou de 382, on maintient ces niveaux-là, on va normalement suivre la tendance, donc c'est-à-dire première tendance, retracement, deuxième tendance, avec une accélération haussière. Je rappellerai qu'on est sorti de la zone d'accumulation ici, d'accord, donc qui est plutôt positive, mais, encore une fois, est-ce que c'est suffisant les 0,5? Est-ce que la blob war, le fait d'avoir une augmentation du nombre de blobs, et le fait d'avoir ici peut-être une augmentation des frais de transaction, et peut-être plus de demandes au niveau des terres, drivera le cours? Je pense que oui, mais est-ce qu'on n'aura pas un retracement avant? On a d'autres zones qui sont importantes, notamment la zone de résistance ici, le retest de l'accumulation qu'on n'a pas eu le plaisir de faire jusqu'à maintenant, et quand on regarde justement notre Fibonacci, on va reprendre ce Fibonacci là, et on va tout simplement le placer en mode de zone de rechargement, on voit que le 618 est présent dans les 2800. Est-ce qu'on n'aurait pas une attaque baissière sur Ethereum pour toucher les 2800 avant de repartir? C'est la question qui va falloir se poser, surtout qu'on a beaucoup d'imbalance qui se trouve ici, et on pourrait très bien aller retester cette partie-là avant de repartir, ce serait pas totalement illogique. Et donc, pour répondre à la question, est-ce qu'on est dans une belle zone au niveau des terres? Oui. Est-ce que c'est le moment de faire all-in? Pas forcément. On peut avoir une réflexion sur transiter une partie des fonds sur Ethereum, en prenant en considération qu'on part du postulat et on joue la thèse d'investissement que Ethereum repartirait avec les layers 2 qui consommeraient de plus en plus d'Ether,
de le fait que Ethereum serait statué comme étant une commodities aux USA. C'est la thèse d'investissement qu'on joue, et dans cette thèse-là, on accepte qu'on aille chercher peut-être plus bas, et donc le fait de pouvoir rentrer dans des zones de retracement un petit peu plus basses, entre le 618 et le 786, qui seraient des zones de renforcement de positions déjà existantes pour aller accompagner un cours à la hausse. Quels sont les targets pour moi au niveau des terres? Je pense que je suis toujours même sur les mêmes targets, même peut-être même un petit peu plus bullish encore, parce que les gens sont bearish, et plus les gens sont bearish, plus ça me donne envie de voir que Ether construit et qu'on continue toujours notre grosse évolution. Là, on va juste prendre sur les targets court terme, d'accord? Sur cette évolution haussière et sur ce retracement, on a les targets ici, d'accord, plutôt classique de prise de l'ATH dans les alentours des 5003, 5006, on va chercher les 7003 pour le 1,618, et si on va chercher le 2,618, ce serait dans les alentours de 10 000 $. Mais pour moi, il serait pas incohérent de voir un Ether dépasser les 10 000 $, consolider, et aller chercher peut-être encore un petit peu au-dessus. Tout va dépendre de la liquidité qui va être drivée sur les layers 2, tout va dépendre de l'utilisation des blobs, et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que juste investir ne suffit pas, il faut vraiment avoir un plan d'action, et surtout se tenir à jour régulièrement de ce qui se passe. Parce que, à tout moment, on peut avoir une mise à jour, un changement drastique, qui peut par exemple driver à la baisse toute la thèse d'investissement qu'on a statuée, ou driver à la hausse toute la thèse d'investissement qu'on a fait, et c'est pour ça qu'il faut être impérativement structuré. Si c'est pas votre cas, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez un guide d'investissement, 40 pages, qui revient sur les fondements de ça, c'est gratuit, et donc n'hésitez pas, profitez-en. Et si jamais cette vidéo vous a plu, et que vous en voulez d'autres comme ça, c'est simple, likez, partagez, et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié de la sortie de nouvelles vidéos, et je vous dis à très vite, justement, pour une nouvelle vidéo.